Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de cette semaine sur les réformes de l'éducation, avec notre dossier qui sera consacré au système éducatif guinéen. Au programme également de cette émission, en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle demande des explications sur l'affaire Moïse Katumbi. Et en Tunisie, le trafic commercial est toujours paralysé avec la Libye. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Malik Kadra Diaby, vous êtes professeur de fiscalité. Bienvenue. Et avec nous également nos éditorialistes. Alfred Chongo, bienvenue. Merci Fanny, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices aussi, merci de leur accueil. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi est ressorti libre de sa deuxième audition. L'ex-gouverneur du Katanga est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. La majorité présidentielle demande toute la lumière sur cette affaire. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La majorité présidentielle exige toute la lumière sur l'affaire Moïse Katumbi, qui est rentré libre chez lui après sa deuxième audition devant le procureur au parquet de Lubumbashi ce mercredi 11 mai 2016. Pour le porte-parole de la famille politique du chef de l'État, la déclaration de candidature à la présidence de l'ex-gouverneur du Katanga était une façon de faire obstruction à la justice. La déclaration du ministre de la Justice sur un réseau de recrutement de mercenaires à travers Jones Group, avec pour tête de pont un service de gardiennage dénommé Pomba Security, suscite de profondes préoccupations à la majorité présidentielle sur la cohérence de la démarche politique de certains citoyens. Par souci de transparence et par respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la majorité présidentielle exige que toute la lumière soit faite sur ce dossier par les autorités judiciaire compétente. Tout en reconnaissant à l'accusé la présomption d'innocence garantie par la justice congolaise, la majorité présidentielle manifeste sa grande préoccupation et estime qu'une négligence des autorités dans une affaire de ce genre peut conduire à des conséquences irréparables pour la sécurité du pays. La démarche de la majorité présidentielle est politique. Il s'agit d'une approche communicationnelle qui consiste pour la majorité de démontrer que la procédure entamée en justice contre Moïse Katumbi n'est pas un montage politique. Le camp Moïse Katumbi a multiplié la communication, même au niveau international, pour faire de Moïse Katumbi la victime de Joseph Kabila. Moïse Katumbi bénéficie de la présomption d'innocence. Le dossier est en instruction au niveau du parquet. Il doit se battre sur le terrain judiciaire et prouver qu'il est innocent et que les faits qui lui sont reprochés sont faux. Moïse Katumbi reviendra pour la 3e fois devant le procureur du parquet de Lubumbashi le vendredi 13 mai. Une affaire qui focalise l'attention de l'opinion et risque de prendre plusieurs semaines, voire de mois, estiment les analystes. En cas d'inculpation, ce serait un coup fatal à la course à la présidence de la République de l'ex-gouverneur de la province du Katanga. Alfred, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de la majorité? Donc on entend dans ce reportage qui dit que Katumbi a déclaré sa candidature pour faire obstruction à la justice. Ça, c'est, Fanny, une manœuvre captieuse de la majorité présidentielle. Il faut vraiment restituer cette affaire dans la continuité de toute une série d'actes qui sont posés par la majorité présidentielle. La saisine de la Cour constitutionnelle pour demander le glissement du calendrier électoral autour de l'article 70. Sur lequel la Cour constitutionnelle a répondu d'ailleurs. Exactement, a répondu d'ailleurs, mais ça n'étonne personne. De toute façon, la justice n'est pas indépendante au Congo. On sait qui a nommé le président de la Cour constitutionnelle, donc on savait de toute manière qu'il n'y aurait que cette confirmation-là. Et donc,
depuis que Moïse Katumbi a quitté le PPRD, la majorité présidentielle, jusqu'à aujourd'hui, il est l'objet de plusieurs manœuvres d'intimidation, des vexations, des exactions. Tantôt ce sont ses enfants qu'on poursuit, tantôt c'est lui-même qu'on empêche de se déplacer, tantôt c'est sa famille, sa femme et ses enfants qu'on empêche de prendre l'avion. Et donc il voulait venir par exemple s'incliner devant le cercueil de Papa Wemba. On a interdit son départ de Lubumbashi. Donc, depuis qu'il a été choisi par le G7 et par un certain nombre de partis politiques congolais comme leur champion pour l'élection présidentielle de novembre prochain, ça agace terriblement la majorité présidentielle. Alors on cherche par tous les moyens à le disqualifier, et ça, c'est encore une autre manœuvre justement de tentative de disqualification de Moïse Katumbi. Mais je pense que Atundu et la majorité présidentielle se trompent vraiment de combat. Le vrai combat, c'est le respect de la Constitution. Cette Constitution qu'eux-mêmes ont soumise à référendum en 2005 et qui a été votée par tout le monde. Ils sont en train de chercher à revenir là-dessus. Daouda, d'après vous, pourquoi Moïse Katumbi fait-il autant peur à la majorité présidentielle ? Fanny, je pense que ça, c'est une évidence parce qu'il arrive à mobiliser autour de lui, parce que, bon, on sait que c'est quelqu'un qui est dans les affaires, c'est quelqu'un qui est aussi qui a un club de foot, le TP Mazembe, assez populaire également, et qui fait des bons résultats. Apparemment, tout ce qu'il touche donne des fruits, des résultats. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal que la majorité s'inquiète. Et puis l'autre bonne raison, c'est aussi que c'est le candidat désiré, entre guillemets, de beaucoup de Congolais aujourd'hui, d'autant plus que le G7 est derrière, etc. Plusieurs, on le voit dans ses sorties, on voit toutes les foules qu'il draine, et je pense que c'est ça qui fait véritablement peur. Et puis, c'est un candidat, on a vu, bon, comparaison n'est pas raison, mais regardez, Patrice Talon au Bénin, c'est quelqu'un qui a su fructifier des affaires, montrer des preuves, Moïse Katumbi en RDC. On est peut-être en Afrique là, dans une ère où les gens se disent, les politiciens classiques, peut-être que on va changer, parce que bon, on leur a fait confiance pendant longtemps, ça bouge pas. Il faut maintenant peut-être passer à des hommes qui ont fait leur preuve en matière d'affaires, parce que ce qu'attendent les Africains, en l'occurrence la population de la RDC, c'est l'emploi, c'est le développement, c'est arriver à améliorer leurs conditions de vie. Et peut-être, pour revenir sur votre question, il y a un espoir en Moïse Katumbi dans ce sens. Alfred, s'il est mis en accusation aujourd'hui en République démocratique du Congo, comment cela se passe? S'il est poursuivi par la justice, est-ce que cela lui enlève toute chance de briguer la présidence? Non, pas du tout, puisque jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Et d'ailleurs, on fait tant de foin pour un garde du corps. D'abord, on lui a enlevé tous ses gardes du corps comme ancien gouverneur du Katanga. Et là, il prend un indépendant pour assurer sa sécurité. On commence à faire du foin là-dessus, alors qu'à l'est de la RD Congo, les populations sont en train d'être tuées, massacrées par des groupes rebelles que le gouvernement n'est pas capable de stopper. Et donc, on est en train de perdre du temps avec ça. Non, il a toutes ses chances d'être candidat, malgré une probable mise en examen, mais le dossier, il est vide. Il va tomber vite. Mais on sait comment fonctionne cette justice en RD Congo. On voudrait effectivement, j'allais dire, le pousser à de telles vexations qu'il n'ait plus de temps pour mener sa campagne et qu'il soit concentré sur le procès. Et donc, du coup, au dernier moment, que, il ne puisse pas faire campagne et puis s'engager à cette élection-là. Merci. Dans l'actualité également, en Tunisie, les commerces sont restés fermés ce mercredi à Ben Gardan à la suite d'un appel à cesser le travail pour protester contre la paralysie du trafic commercial avec la Libye. Cette localité de 60 000 habitants vit en effet en grande partie du commerce transfrontalier, un commerce paralysé depuis fin avril à l'initiative des autorités libyennes. Alun Guindo. Ben Gardan en grève contre la paralysie économique qu'elle subit depuis plusieurs semaines. La ville du sud de la Tunisie, peuplée environ de 80 000 habitants, a observé un mouvement de grève ce 11 mai 2016. Sa principale revendication, mettre fin à la décision des autorités tunisiennes visant à suspendre le trafic commercial avec la Libye voisine.
Vivant en grande partie de ce commerce transfrontalier, tout comme l'ensemble du sud-est de la Tunisie, la ville souffre de l'arrêt de ses activités depuis la fin du mois d'avril 2016. C'est vrai que la zone frontalière a toujours vécu historiquement du commerce. Et le commerce a fait marcher l'économie dans ces régions frontalières. Depuis des siècles, ces régions-là étaient irriguées par le commerce de tribus nomades qui se sont spécialisées dans le commerce tout à fait légitime et légal de produits dont les gens avaient besoin des deux côtés. Et on connaît les Touaregs, mais il y a plein de tribus comme ça qui se sont spécialisés dans le commerce transfrontalier et qui ont servi un objectif économique et social bien défini. À cause de la question des droits de douane notamment, les échanges commerciaux ont été arrêtés suite à une initiative des autorités locales libyennes au niveau du poste frontière de Ras Jedir. Des négociations sont en cours pour un retour à la normale. À Ben Guerdane, seule une pharmacie, les urgences de l'hôpital et quelques lycées étaient ouverts. Les autorités ne donnent pas l'impression qu'elles font le nécessaire. Ou bien elles ignorent complètement la région, et à ce moment-là, on laisse des idéologues dans l'erreur, comme Daesh, espérer remonter 17 siècles dans l'histoire pour créer des soi-disant émirats qui n'ont aucune chance d'exister. Ou bien on intervient militairement, efficacement, mais l'alternative économique et sociale qui doit se poursuivre toute cette action est absente. Le gouverneur de Médénine, dont fait partie Ben Guerdane, s'est dit confiant quant à une reprise rapide du trafic commercial à Ras Jedir. Le 9 mai 2016, des centaines de personnes avaient déjà manifesté pour protester contre la fermeture du poste de Jedir. Daouda, la frontière entre la Tunisie et la Libye, c'est devenu un passage privilégié de la contrebande aujourd'hui? Oui, c'est ce qui ressort effectivement des retours qu'on a, effectivement, parce que bon, ce qui justifie ça, c'est que la Libye est instable. Pendant longtemps, il n'y a pas d'État. Quand il n'y a pas d'État, c'est sujet à la contrebande, au trafic en tout genre. En plus de cela, l'État islamique est pas loin, et même dans la zone même, et peut faire des infiltrations en Tunisie. Et on sait très bien que l'État islamique vit de ce type de trafic. Donc, c'est ça qui explique cela. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on tend vers le retour d'une certaine stabilité, puisque il y a quand même un Premier ministre qui est nommé choisi en Libye. Il faut que le Parlement puisse lui donner son approbation, en tout cas le soutenir pour que le retour à la normale puisse se dégager petit à petit. Maintenant, bon, c'est dommage, ça me fait dire également que les populations qui sont dans les frontières, et ça c'est pas propre à la Tunisie, c'est quasiment dans tous les pays africains, sont carrément délaissés, peu de projets de développement, ils n'ont pas grand-chose comme activité, et donc à partir de ce moment-là, c'est la facilité. On s'occupe de trafics différents puisqu'il n'y a pas de contrôle. Si l'État n'assume pas son rôle régalien de venir en aide aux populations, les populations s'organisent comme elles veulent, comme elles peuvent. Je ne suis pas en train de justifier la contrebande, je condamne complètement, mais il y a là des relents, en tout cas il y a là des insuffisances à corriger. Alfred, alors Daouda l'a dit, Ben Guerdane, c'est aussi une ville qui a souvent été affectée par les attaques terroristes. Comment est-ce qu'elle peut encore se protéger à quelques kilomètres seulement de la Libye? Fanny, depuis l'éclatement de la Libye, depuis la chute de Kadhafi en 2011, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, la Libye comme État n'existe plus. C'est un État de non-droit avec des poches de pouvoir par-ci par-là. Là, les Libyens, la communauté internationale, etc., essayent quand même de reconstituer un semblant d'État. Et on sait qu'avec l'éclatement, justement, et la chute de Muammar Kadhafi, l'instabilité s'est installée totalement dans la frontière entre les deux pays, mais ça va au-delà puisque les terroristes se sont armés, ont récupéré beaucoup d'armes, de munitions et déstabilisent pratiquement toute cette bande sahélo-saharienne. La Tunisie a subi les contre-coups de cela. On se souvient des attentats qui ont été commis un peu partout en Tunisie.
Et c'est vrai que l'État tunisien a renforcé la sécurité militaire pour protéger les populations. Mais je pense que ça, ce n'est qu'une étape, un moment. Il faut à tout prix trouver des réponses sociales, des réponses économiques, des réponses politiques justement à cette problématique de la transfrontalité terroriste qui n'épargne personne. Tant que les populations ne sont pas économiquement, socialement prises en charge, les tentations justement de s'allier avec des groupes comme Daesh sont multiples et que donc il faut couper à la source, à la base, en mettant en place des politiques dignes de ce nom. Daouda, rapidement, est-ce que cette paralysie du trafic commercial, ce n'est pas aussi un moyen de soulever un problème lorsqu'on sait que les groupes terroristes se financent aussi en partie grâce à la contrebande ? Oui, vous voulez dire peut-être que ça va permettre de bloquer ce trafic-là. Bon, en partie, mais en même temps, on va asphyxier les populations. Donc, je ne pense pas que la solution soit d'arrêter tout commerce transfrontalier de manière brutale. Je pense qu'il faut négocier il faut faire des stratégies, il faut partir des stratégies globales de lutte contre l'État islamique dans la zone pour faire des projets locaux, par exemple, en tout cas une certaine vision locale pour que ce ne soit pas si brutal que ça, parce qu'il y a des populations qui sont laissées sur la touche, les boutiques fermées, comme on l'a vu dans le reportage. Bon, voilà, donc l'État islamique va prendre un coup, mais les populations aussi. Donc je pense qu'il faut affiner tout ça. Merci, nous allons marquer une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.